Donc en fait, le propos de cette présentation, c'est de parler de la manière dont l'OFDT en fait perçoit ou essaye d'affiner sa vision des usagers, puisque la question était finalement est-ce qu'on arrive bien à repérer les profils d'usagers assez finement, c'est-à-dire de façon concordante avec la réalité. Alors, je vous dirai 2 mots de l'OFDT rapidement pour ne pas perdre de temps. Après, les évolutions, un rappel sur les grandes évolutions en fait, qui nous permettent d'arriver à cette multiplication de profils d'usagers qu'on voit actuellement. Alors là, je regrette effectivement de ne pas avoir présenté, de ne pas être venu avec les profils d'usagers qu'on voit sur l'étude de Nakarut, parce que ça aurait pu permettre de comparer un certain nombre de choses. Et puis, le système d'information et ce qu'il essaye de faire à l'OFDT. Alors l'OFDT, très rapidement, donc je vais passer les diapos, vous les trouverez si vous avez besoin, vous me les demanderez. C'est un groupement d'intérêt public qui est financé par des fonds publics qui essaye d'être indépendant sur le plan scientifique, s'il ne l'est pas sur le plan administratif, et qui a pour principale mission de rassembler les données existantes sur les drogues, les usages de drogue, et au besoin de les produire. Alors pas seulement sur le champ sanitaire, mais également sur le champ des trafics. Alors, voilà, donc on va passer tout de suite les grandes évolutions en fait, qui ont fait changer l'image de l'usager. Alors dans les années 80, on est sur ce que vous connaissez tous, ce que j'ai appelé le paradigme simplificateur, le junkie. Simplificateur parce qu'en fait, le junkie qui est mono-usager d'héroïne et injecteur, en fait, il était déjà pas si simple quand on lit des données un petit peu anciennes, on s'aperçoit que c'était surtout la représentation qu'on en avait et qu'il n'était pas aussi simpliste que ça. Donc, comme l'a rappelé Dr Chosgros, les années 90, c'est les années SIDA, et qui poussent la France à entrer dans une démarche de mise à disposition de la réduction des risques et surtout de la substitution. Ça va changer, ça va permettre aux usagers en fait, d'avoir un répit, et pour un certain nombre d'usagers d'héroïne, en fait, de se réinsérer à des niveaux variables. C'est-à-dire ce qu'on voit maintenant dans les profils d'usagers, les gens qui sont usagers de très longue date, de longue date, c'est-à-dire qu'on a tous les degrés d'insertion. On a les gens qui travaillent, et puis on a des gens qui n'ont pas pu sortir en fait de la rue. On s'aperçoit que les parcours sous traitement de substitution effectivement sont longs et non linéaires, avec des rechutes, ce qui entraîne en fait ce que vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'on a une part des usagers qui sont de plus en plus vieux, en fait, les usagers survivent, donc un âge global qui augmente. Et puis le marché de l'héroïne qui s'affaisse dans le même temps que les traitements de substitution deviennent de plus en plus disponibles, et parfois prennent finalement jouent leur rôle en fait dans la consommation d'opiacés en tant que traitement, et puis également en tant que drogue parfois. Dans le même temps, on a le mouvement techno qui arrive en France et qui va ramener de nouveaux profils d'usagers, des usagers donc plus récréatifs, qui consomment plutôt que des opiacés, des stimulants et des hallucinogènes, des stimulants synthétiques et des hallucinogènes, et qui sont en général au début non injecteurs. Et on commence à parler d'usage non problématique. Les années 2000, c'était, pour nous, en fait, ce qu'on a observé, c'est un grand mouvement de diffusion et de dilution du mouvement festif techno vers l'espace festif généraliste, ce qui a augmenté en fait le champ dans lequel on peut trouver par familiarité en fait, des gens qui consomment des substances psychoactives. C'était d'abord dans l'espace alternatif festif, puis dans l'espace plus conventionnel. Il y a eu la montée de la consommation de cocaïne en phase avec les années, comme on dit, mais qui n'a pas cessé. En fait, ça a été un vrai phénomène majeur des années 2000 et qui continue, c'est-à-dire l'énorme. Je ne vais pas dire le tsunami comme notre ancien président de la Mildeca, mais une montée régulière en fait du nombre d'usagers de cocaïne. Moins visible, une baisse des prix par rapport dans les années 2000 qui ont permis à un nombre croissant en fait, de personnes aussi d'accéder à un certain nombre de drogues qui restaient très chères.
Et puis la multiplication des modes d'accès aux substances, c'est-à-dire que c'était juste le démarrage de l'autoculture de cannabis, mais surtout le microtrafic en fait, qui fait que des groupes en fait, d'usagers peuvent s'associer pour aller chercher directement des substances chez les grossistes, soit dans les grosses villes, soit directement hors de nos frontières. Ça a permis d'arriver à une situation où actuellement on a des marchés, y compris dans les petites villes, et il n'y a pas d'endroit du territoire national en fait, où on ne peut obtenir en fait, des substances. Et maintenant Internet. Alors j'ai oublié la question de la porosité des espaces aussi, qui a des espaces entre l'espace ces usagers de l'espace festif et ces usagers que nous on appelle plus urbains en fait, qui sont plus focalisés sur les opiacés. Il y a eu par le biais de populations qui passaient de l'une à l'autre, notamment les jeunes en errance, dont des familiarisations avec des modes d'usage des produits pour les uns et des modes d'usage, ce qui fait qu'on est arrivé quand même, même s'il y a encore des grandes caractéristiques de certains profils d'usagers, à un mélange en fait maintenant on consomme, l'héroïne est majoritairement consommée en sniff, on injecte aussi des amphétamines, donc il y a eu un petit peu un mélange des pratiques. Et puis j'ai noté pour mémoire effectivement les migrants d'une manière générale de l'Est, d'Europe de l'Est. Donc ce qu'on a vu, c'est une extension à la fois sur le plan géographique à cause du microtrafic et sur le plan sociologique des usages. L'accès à une multiplication à l'accès aux produits, c'est-à-dire les mélanges de cultures et en même temps la facilitation de l'accès aux produits, ça donne des polyusagers qui finalement sont des clients qui choisissent, qui ont sans doute des produits de prédilection, mais qui peuvent varier les produits en fonction de ce qui est disponible. Et puis de multiples modes d'usage, effectivement, avec l'injection qui, pour beaucoup d'usagers, n'est plus le mode dominant. Les années 2010, c'est encore un peu tôt, puisqu'on n'en est qu'à la moitié. Ce qu'on voit actuellement, ce qu'on observe, c'est surtout des modifications de l'offre qui ont tendance à agir finalement sur ce que consomment les usagers. Donc les NPS, les nouveaux produits de synthèse, qu'on peut acheter très facilement et qui, même s'ils n'ont pas, là encore, il n'y a pas eu un raz-de-marée en France, beaucoup moins que ce qu'on a pu voir en Angleterre, mais qui quand même progresse et qui gagne en audience régulièrement. Bon, l'autoculture de cannabis à grande échelle, le e-business qui modifie encore l'accès aux drogues classiques, puisque maintenant on peut recevoir de la MDMA ou même de la cocaïne par voie postale. Face à une certaine, ce qu'on voit aussi, c'est une grande concurrence entre les produits qui probablement est pour une part à l'origine de l'augmentation des puretés avec cette concurrence des démarches marketing. Alors on le voit sur Internet, les démarches marketing pour vendre les NPS, mais également par exemple les comprimés de MDMA, qui sont les comprimés d'ecstasy, qui sont maintenant 3D, beaucoup plus attirants. Ça procède également d'une démarche marketing. Donc effectivement, pour nous, pour tout le monde, c'est la poursuite de la diversification des modes d'accès et l'émiettement du trafic qui permet finalement à des usagers d'être de plus en plus dispersés. Et puis la crise économique, on a longtemps hésité à dire qu'on voyait des effets de la crise économique sur les usagers. Et quand même, on voit donc des usagers descendre d'un cran, avec perdre leur logement, avec et puis changer de profil d'usage, en se rabattant parfois vers les substances les plus accessibles. Alors, ce qui nous donne, j'ai mis une typologie parmi d'autres possibles, parce que là aussi c'est parfois un peu brut de décoffrage quand on fait les typologies d'usagers qui nous sont utiles, nous, pour arriver à parler des choses, c'est-à-dire qu'on est... Il n'y a pas les usagers de drogue, donc vous le savez, et il faut bien, quand on voit quelque chose, il faut bien dire, en fait, essayer d'approcher, de dire qui ça concerne. Donc en fait, des typologies, pourrait y en avoir d'autres, c'est un peu, quelquefois les noms sont un petit peu bruts de décoffrage, donc ne vous formalisez pas, c'est simplement quelque chose d'utile. Alors, le premier groupe, en fait, qu'on a identifié, on met les anciens héroïnomanes sous substitution. Comme j'ai déjà dit, c'est des usagers qui sont de la période qui sont usagés depuis la période en fait de l'épidémie d'héroïne. On voit là tous les degrés d'insertion. Ce qu'ils ont en commun, ce qu'on voit, c'est souvent quand même une consommation
uniquement, pratiquement, la consommation thérapeutique centrée sur les traitements avec des consommations occasionnelles d'autres substances. Donc parfois, enfin, il y a la cocaïne, bon, l'alcool pour lesquels certains ont de nouveau eu des addictions, et bon, les nouveaux produits de synthèse qui pour certains auraient relancé en fait des carrières de consommateurs. Mais donc voilà, c'est des consommations plutôt, c'est plus des consommations, c'est du traitement avec des consommations des consommations qui restent plus occasionnelles. Alors, le gros, les usagers désocialisés et précaires, alors c'est effectivement là aussi il y a beaucoup de profils, on ne pourra pas aller très profondément non plus. Il y a un groupe, parce qu'on ne sait pas bien le qualifier, qu'on appelle les précaires à forte morbidité psychiatrique. Pour nous, c'est pratiquement l'ancien junkie, le tox. On a du mal à les qualifier. Ils ont des consommations qui sont centrées sur les médicaments et sur le crack. Ils ne sont pas forcément beaucoup polyusagers, c'est-à-dire qu'il y a quelques produits, on voit des usagers qui sont beaucoup plus, qui consomment de façon beaucoup plus intensive. Ceux que vous avez évoqués, qui sont les jeunes en errance et qu'on voit vieillir, c'est-à-dire qu'effectivement et qu'on voit pas, je vais venir au système d'information, mais qu'on ne voit pas forcément dans les systèmes de soins. On en voit quelques-uns, on peut repérer quelques-uns dans les CARUD, mais c'est surtout les études qualitatives en fait qui permettent de les repérer. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est effectivement ce jeune qui commence à être, il y a ce même profil vieilli, et donc ce sont des usagers qui sont très très fortement polyusagers, qui prennent qui prennent beaucoup de produits, qui prennent beaucoup de risques, et on retrouve en fait le même profil chez des gens plus âgés. En fait, j'aurais dû en mettre un autre dans les jeunes en errance. En fait, on voit aussi, par exemple, même dans les CARUD, des profils de jeunes en errance qui, eux, ne consomment pratiquement rien. En fait, il y a à l'inverse, qui visiblement, en fait, sont pas. On a l'impression, quand on regarde les données, à part le cannabis, hein, bien sûr, cannabis et alcool, mais qui déclarent en fait presque pour avoir accès au CARUD, quoi. En fait, on n'est pas sûr qu'ils surdéclarent pas des consommations de drogue. Bon, les migrants précaires d'Europe centrale, on les a vus d'abord. En fait, je vais passer vite. C'est une catégorie en fait que. Ah zut. En fait, il y a beaucoup plus de sous-population dans ces populations. Donc, ils ont comme particularité d'être venus de leur pays d'origine avec déjà des consommations d'opiacés. Certains injectent la méthadone. Il y a des sous-populations. Et puis les quelques consommateurs, comme je disais, c'est-à-dire on voit aussi des usagers. Alors, on les voit dans les CARUD parce qu'on ne s'y intéresse pas beaucoup à l'extérieur, mais qui finalement consomment très très peu de choses en dehors du cannabis et de l'alcool. Alors, les socialisations alternatives, là encore, je vais pas m'étaler, mais c'est ce dont vous parliez aussi, c'est-à-dire j'ai mis pour simplifier les travelers, mais en fait, il y a toute une gamme dans la maîtrise que ces personnes ont de leur destin. En fait, il y a toutes les possibilités entre finalement les errants et puis les travelers qui, eux, sont capables de se déplacer, sont capables d'organiser effectivement des déplacements, vivotent quand même ou de minima sociaux ou peut-être d'artisanat, de choses comme ça. Et puis, donc il y a tous les degrés. Et puis les jeunes errants qui, eux, nous on a l'impression que c'est les jeunes qui sont réellement en errance, en fait, qui n'ont pas la sécu, qui effectivement sont dans un édouement très très important. Et c'est souvent eux, en fait, qui n'ont aucun revenu dans l'étude d'Enacarud, par exemple. Je vais aller vite. Alors, après, on a les usagers insérés ou semi-insérés. Ce qu'on appelle nous semi-insérés, en fait, c'est un certain nombre d'usagers qu'on voit notamment en espace festif. Ces usagers, ils ne sont pas à la rue, ils ont un logement, ils ont une famille, ils ont des amis, mais ils ont du mal à s'insérer sur le plan professionnel. Ou alors ils ont une insertion professionnelle qui est parfois fragile. Alors, ceux-là ont comme je dis, profils d'usage festif alternatif, c'est-à-dire qu'ils ont des consommations qui sont
non seulement des opiacés, mais aussi beaucoup de substances de type, j'ai un trou, stimulants synthétiques, pardon, et puis surtout des hallucinogènes. Et donc ils ne sont pas forcément dans les usagers, notamment qu'on voit en espace festif. Alors ça dépend qu'est-ce qu'on définit comme usage problématique, ils ne sont pas forcément des usagers problématiques. Et puis on voit aussi, on a repéré dans Enacarut quelque chose qui nous était totalement inconnu qualitativement et qui est concentré dans certaines régions. C'est des usagers très polyusagers, c'est-à-dire qui consomment beaucoup de produits, mais centrés sur les opiacés. C'est-à-dire, bon, c'est tout autour de d'un binôme sulfate de morphine, méthadone, et puis avec un certain nombre de produits qui viennent autour de ce binôme qui fait la concentration, qui concentre leur consommation. Les usagers insérés, on les voit, nous, en espace festif, plus souvent dans l'espace festif conventionnel que alternatif. Il y a moins d'hallucinogènes dans leur consommation. Ou alors, il y a des usagers, et c'est là, je vais en reparler après, les usagers qui sont les vrais usagers cachés pour nous, qui sont des usagers qui consomment en espace privé, qui ne vont pas dans les dispositifs de soins et qu'on n'a finalement aucun moyen de rencontrer. Et puis, alors le terme hyperinséré n'est pas de moi, il y a aussi les usagers que nous, dans nos observations, on ne rencontre jamais, c'est les hyperinsérés, qui sont des gens, ou les upper class, les gens qu'on voit dans les médias. Alors, on les voit peu, ils ont comme particularité, eux, de ne pas avoir souvent de garde-fous financiers. C'est-à-dire que l'argent est quand même un dispositif de freinage qui peut être efficace, et ils n'en profitent pas. Enfin, ils ne profitent pas de ne pas avoir d'argent. Alors, oui, c'est un peu compliqué, je n'ai pas l'esprit toujours très clair. Alors, je vais vous passer le reste. Il y a effectivement, si on veut, on peut aller encore de plus en plus près. Comment ? Oui, quelquefois... alors, voilà, je vais aller rapidement. Si on veut, on peut aller encore plus profondément dans la description des usagers. On peut aller plus finement. Donc, par exemple, on a des typologies d'espaces festifs. Ça peut être selon les sous-espaces de musique, par exemple, fréquentés. On a donc des approches de plus en plus précises. Je vais vous en montrer, mais je vais vous épargner ça. Et puis on a, tant pis. Et puis, il y a aussi des sous-populations qui sont définies par les enquêtes en population générale et on essaye de croiser l'ensemble. Par exemple, les enquêtes en population générale permettent de faire des typologies plus sociodémographiques selon par exemple, les types de professions, les champs de travail, les parcours scolaires, mais n'apportent pas en fait, d'éléments plus qualitatifs qui permettent vraiment de visualiser en fait, à qui on a affaire. Voilà, ça c'était un exemple pour vous montrer qu'on peut aller encore plus loin. Si on va dans l'espace festif alternatif, par exemple, on a, voilà, par exemple, les personnes qui travaillent dans le dispositif Trend, en fait, nous décrivent un espace festif alternatif conçu comme ça. Au milieu, il y a encore un groupe de fondateurs, c'est ceux du début, qui ont qui ont la philosophie alternative et qui savent ce qu'ils font, qui connaissent en général bien la réduction des risques. Qui sont entourés par ce qu'on appelle des passants, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui traversent en fait l'espace. Non, mais en fait mes flèches sont perdues dans les toughers, c'est le cercle vert, c'est la nouvelle génération. Dont un certain nombre en fait sont en phase d'expérimentation des produits, et essayent de connaître, mais n'ont pas forcément, enfin ça s'améliore, mais ne connaissent pas forcément en fait les pratiques de réduction des risques. Je vais peut-être pas vous le faire, c'était juste le dernier cercle en fait, c'était ça, les passants, c'est les usagers qui nous paraissent les plus à risque, parce que c'est des usagers en fait qui sont là parfois par hasard. Notamment des jeunes, et qui vont expérimenter sans savoir, voilà. Et puis on nous décrit par exemple un groupe qu'on appelait tête brûlée, Pac-Man et cervelé, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire effectivement aussi des jeunes qui eux sont là pour se mettre la tête à l'envers, comme on dit, et qui effectivement prennent n'importe quoi dans n'importe quelle condition, et voilà. C'était pour dire qu'on peut aller plus loin. Mais je vais pas. Alors, le système d'information, ça va être beaucoup de dessins, donc rassurez-vous, ça va être. Alors,
où chercher. Où est-ce qu'on va chercher? Alors, rassurez-vous, c'est pas si compliqué que ça. C'est comme ça qu'on peut représenter les lieux où on peut aller voir, nous, ou alors où les usagers sont, ou, comment dire, où passent, où consomment. Donc, en haut, vous avez pour nous les lieux qui sont les plus visibles. Le système de soins, le système des réductions des risques. Bon, la médecine générale, pas tout à fait. Ensuite, les espaces festifs, les rues, les squats, les zones de deal. Et puis, on va vers le bas, les espaces qui sont pour nous les moins visibles, l'espace professionnel, le milieu festif fermé, et puis l'espace privé où on ne voit pas grand-chose. Et puis, vous avez, c'est pour positionner les usagers après, on a à droite les plus précaires, non, à gauche les plus précaires, à droite les moins précaires. Et là-dessus, alors, on va mettre qui chercher. Alors, on essaye de positionner là-dessus nos groupes d'usagers, mais alors là, c'est des groupes un peu vraiment grossiers et à l'emporte-pièce. Donc, nos anciens héroïnes sous traitement de substitution, on peut les voir essentiellement en système de soins, un petit peu en CARUD, un petit peu en festif, et pour les plus précaires, dans les zones de squat. Et puis, espace pro, espace privé, de toute façon, on n'y va pas. Les usagers les plus précaires, voilà comment... là où on peut les trouver. Alors, c'est pas exact, hein, ça représente pas les quantités, c'est des essais de repérage, en fait, c'est des cadres. Ensuite, les usagers insérés ou semi-insérés dont je vous ai parlé, donc eux consomment beaucoup en espace privé, en espace festif, et on peut en trouver en système de soins, on en voit un peu en CARUD. Les hyper-insérés, ceux qu'on a du mal à voir, voilà, ils sont dans le coin, ils sont plus aisés mais moins visibles. Ah pardon, ça c'est dommage. Pardon. Et juste le gros cadre bleu, c'est pour nous les vrais usagers cachés. C'est-à-dire que dans ces zones-là, en fait, il y a des tas d'usagers qu'on ne voit pas, voilà, qui échappent à notre vision, tout au moins qualitative. Alors maintenant, du côté des enquêtes, comment on voit? Alors, on a les enquêtes en population générale, voilà à peu près ce qu'elles couvrent. Elles couvrent à peu près tout le monde, sauf effectivement les gens qui sont les gens les plus désocialisés. Elles ne décrivent pas réellement, elles s'intéressent qu'aux usagers, donc pas forcément aux usagers problématiques, à ceux qui ont des problèmes, et elles ne donnent pas beaucoup d'éléments en fait pour comprendre en fait qui sont les usagers. On a les enquêtes entre guillemets de clientèle. Alors je suis désolée, après c'est marqué, j'ai pas eu le temps de changer, les noms sont en anglais mais ce sont les mêmes. Les enquêtes de clientèle, c'est les ENACARUD dans les structures de réduction des risques, et par exemple dans les centres spécialisés, il y a OPIDOM de l'ANSM et puis RECAP. On a une enquête qui devrait être analysée, on en a eu une édition qui a été analysée, on a une deuxième édition qui est toujours en souffrance, qui n'est pas analysée, c'est une enquête quantitative en milieu festif. Alors, j'ai mis pour vous faire plaisir l'enquête, elle a disparu déjà, l'enquête capture-recapture qui a été menée il y a pas longtemps, il y a quelques années plutôt, et qui permet de quantifier en fait le nombre d'usagers problématiques de drogue, mais qui les décrit peu en fait, et qui finalement est centré sur une part des usagers problématiques en fait, qui voit très peu les usagers les plus insérés. Et puis, les données qualitatives qu'on obtient on a un dispositif d'observation qualitative en réseau qui concerne seulement 7 sites en France et qui nous permet d'avoir des données qualitatives et de décrire là, comme de façon un peu plus précise les usagers qu'on rencontre dans les zones, ce qu'on appelle nous urbaines, c'est-à-dire tout ce qui est autour des centres de soins, les CARUD, mais également les zones urbaines, les zones de deal, les squats, les zones ouvertes, et puis une observation en espace festif. C'était le dispositif. Maintenant, je vais juste en tirer quelques éléments qui pourront être discutés. Alors, comment est-ce qu'on arrive à connaître les usagers de drogue? Bon, en population générale, on a des estimations quantitatives globales assez précises, parce que les enquêtes sont assez précises, et des profils sociodémographiques, mais pas plus. On sait pas ça couvre pratiquement toute la population. On n'a pas d'informations en fait beaucoup sur les pratiques, sur réellement les problèmes en dehors des usagers problématiques au cannabis. Sur ce qu'on appelle, alors, usagers problématiques, évidemment, ça dépend de la définition qu'on va donner à problématique.
Bon, en ce qui concerne l'OFDT, il y a une définition, c'est la définition européenne, c'est les usagers qui injectent, qui consomment des opiacés, des stimulants, voilà, des opiacés, des stimulants qui injectent. Et voilà, donc ça peut se discuter, mais c'est une définition. Et surtout, ces méthodes ne servent qu'à donner des ordres de grandeur. Donc en fait, à la limite, on va pas, c'est pas la peine de discuter de telle frange qui échappe ou de telle frange qui échappe pas. On est vraiment sur des estimations d'ordre de grandeur et elles ne cherchent pas à décrire les populations. Alors, quand on veut travailler sur des sous-populations, avec un S, et des profils d'usagers de drogue, on est obligé, voilà, d'utiliser un petit peu le patchwork que je vous ai montré, pardon, c'est-à-dire de tirer parti de toutes les... alors des enquêtes de l'OFDT, mais d'utiliser en fait tout ce qui peut nous passer sous la main pour essayer de reconstituer en fait une vision un peu globale, cohérente en fait des usagers de drogue. Et en fait, par exemple, on arrive à mettre en rapport nos données qualitatives avec les données quantitatives. Par exemple, les enquêtes en population générale sur la description qu'on peut faire des usagers en espace festif, ce qu'on appellerait les usagers semi-insérés, qui ont du mal à avoir une insertion professionnelle fragile. On retrouve tout à fait ces données, par exemple, dans les enquêtes en population générale. Donc c'est un puzzle à refaire. On n'y arrive pas toujours. Par contre, pour obtenir des quantifications, quand on a besoin, en fait, on essaye de faire des estimations avec les données qu'on a déjà, parce qu'effectivement, les méthodes de type RDS, c'est très coûteux, avec des résultats dont la fiabilité est de toute façon toujours à discuter. Et c'est fini. C'est la dernière. Donc pour nous, les populations les plus difficiles à décrire, en conclusion, ce sont les jeunes désinsérés, les jeunes en errance dont on a déjà parlé, parce que sont évidemment les populations qui ne rentrent pas en contact en fait avec les structures, mais en plus qui rentrent aussi, qui fuient également, par exemple, les observations en milieu ethnographique, qui ont du mal effectivement à rentrer en contact, ou alors qui ne sont pas sur les lieux qu'on observe, parce que nos observations ethnographiques ne peuvent pas aller partout. On a des aires en fait, qui sont limitées pour des questions de moyens. Les nouveaux migrants, parce que notamment ils ne répondent pas au questionnaire et aussi ne s'expriment pas forcément en français. Donc là, on a une vision qui est assez relativement floue. Les adolescents, en dehors des données des adolescents pris en charge, oh là, il y a des fautes, je l'ai fait au dernier moment, en dehors des adolescents pris en charge, finalement on a peu d'approche en fait, des adolescents, et en dehors des enquêtes en population générale. Et c'est dommage parce qu'on voit essentiellement les usages d'adolescents par la pathologie en fait. Donc on sait moins de choses sur les autres. Et surtout, pour nous, c'est les usagers éparpillés en population générale. En zone rurale, les zones rurales, on s'est aperçu qu'elles sont quand même très très diverses. On sait qu'il y a déjà des variations régionales importantes, mais dans les zones rurales, c'est encore plus le cas. Et donc c'est difficile d'aller investiguer. Donc il y a peut-être des types de profils d'usagers qu'on ignore totalement. Et également dans les populations closes. Ce que j'appelle population close, c'est les quartiers sensibles, par exemple, où il faut s'installer longtemps pour pouvoir s'intégrer, rentrer en contact, ce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire. Les communautés ethniques, c'est-à-dire on sait qu'il y a du cat qui est consommé dans certaines, mais on l'apprend par la police. Nous-mêmes, on ne le sait pas. Et voilà, je crois que j'avais fini, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long.